Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci beaucoup d'être présents sur cette première émission, cette première édition des podcasts de l'Iréus. Aujourd'hui, donc, je suis en compagnie de Patricia, parce que ça nous semblait un peu logique de commencer avec elle, vu qu'elle nous suit déjà sur quelques projets, et dont sur ce sujet-là qui est la réussite. Donc c'était tout naturel de commencer ces podcasts avec elle. Donc voilà, l'émission va se dérouler, en fait on va prendre le temps qu'il faut pour parler. Donc elle durera 30 comme 1 heure, on s'en fiche un peu, c'est pas le temps qui compte. Vous n'hésitez pas à poser votre téléphone, à mettre vos écouteurs, à passer l'aspirateur, vous faites bien comme vous voulez. Et nous, on va parler un petit peu pour vous. Voilà. Donc Patricia, je vais te laisser te présenter et après je ferai de même et on se lancera sur notre sujet passionnant. Bonjour à tous, merci pour l'invitation et je suis enchantée d'être parmi vous. Je vais me présenter très vite. En fait, j'ai été professeure de français pendant plus de 30 ans dans tous les niveaux. Donc ça, c'est très riche pour moi, du collège jusqu'à la terminale en passant par les bacs pro, les BEP, etc., etc. Et en plus de cela, j'ai terminé ma carrière en étant 12 ans directrice d'un collège, d'un magnifique collège sur Cap-Breton. Donc j'ai un petit peu d'expérience sur le thème que nous allons aborder aujourd'hui, Mathéi. Tout à fait. Alors pour ma part, moi c'est Mathieu Girardot, je suis le président de l'UREUS, coprésident maintenant, parce qu'on a changé les statuts, enfin bref. Et donc du coup, moi je suis ici en tant qu'intervieweur, entre guillemets, donc vous me verrez régulièrement. Et moi je vais interagir avec toi, donner aussi un petit peu mon point de vue. De toute façon, c'est aussi, sur la réussite, on fait aussi une conférence ensemble qu'on donne à des établissements. Donc du coup, on sait un peu de quoi on parle tous les deux. Et c'est intéressant aussi de confronter nos deux points de vue, toi plus en tant qu'ancienne directrice, ancienne prof, etc. Et moi plutôt en tant qu'élève, entre guillemets. Donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Voilà, et donc pour notre sujet, je vous l'ai déjà dit, mais ce sera la réussite. Quelle place elle a dans les études, chez les jeunes et dans la vie. Quelle vision aussi, nous, on a de la réussite. Et quelle vision peuvent avoir les jeunes qui nous entourent, ou comme les moins jeunes, etc. Et aussi l'intérêt de démentir un petit peu certains clichés qu'on peut avoir pour simplement donner notre vision à nous, mais c'est en aucun cas la vérité absolue, simplement un point de vue, et vous en faites bien ce que vous voulez. Voilà. Oui, c'est une belle introduction, effectivement. Vous êtes libre. Ça, c'est très, très important, bien sûr, mais vous le savez déjà. En fait, il n'y a pas grand-chose à savoir sur la réussite, si ce n'est ce que vous voulez, vous, réellement, au fond du cœur. Et là, on touche un point un petit peu sensible, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est fait de conditionnement. Et pour moi, en tant qu'ancienne directrice, en tant qu'ancien professeur de français, j'ai pu voir des élèves évoluer dans le sens de la réussite toujours. Et en fait, je suis partie très vite d'un postulat qui va peut-être bousculer un peu, c'est que pour moi, l'échec n'existe pas. Il y a pas. Le mot échec ne peut pas exister. On est riche de nos expériences, bien sûr. Alors ça paraît un peu cliché, et pourtant, il y a beaucoup de mais qui mettent des freins quand on veut monter un projet. Beaucoup de jeunes ont des rêves et ces rêves, il faut qu'ils deviennent accessibles. Mais en fait, ils le sont. J'ai une très très bonne nouvelle, c'est que vous devez tous absolument réussir. C'est même programmé pour ça. On est programmé pour la réussite. Tous les mais qui surviennent sont des mais de conditionnement. Donc en fait, je vais résumer mon propos en 3 points. D'abord, ce que ça n'est pas, la réussite. Ce n'est pas avoir la grosse tête, ça c'est certain. Ce n'est pas écraser les autres non plus. On ne réussit pas au détriment des autres. Et ce n'est surtout pas écouter ce que veulent les autres de nous. Alors là, c'est un point un peu délicat parce qu'on veut faire plaisir. Souvent, on veut faire plaisir aux parents, à ses amis, à ses enfants aussi. Les parents aiment bien faire plaisir à leurs enfants. Et ce n'est pas ça, réussir. En tout cas, être sur la voie de la réussite. Ça peut être un moyen à un moment, mais très vite, ça va lâcher. En revanche, ce que peut être la réussite, en toute modestie, c'est d'abord rêver. Alors ça paraît bizarre parce qu'on dit souvent aux jeunes, oui, ne rêve pas trop. Ben, moi, je dis rêve. Donc, c'est d'abord rêver, c'est croire en ses rêves, parce qu'il y a d'abord le rêve, mais surtout y croire en deuxième point, parce que c'est facile de rêver, mais si on n'y croit pas, ça ne sert à rien du tout. C'est juste voir un film et applaudir à la fin du film. Et surtout, se donner les moyens de ses rêves, évidemment. Ça paraît l'évidence, mais en fait, on a les moyens quand on y croit. C'est aussi simple que ça. C'est une espèce de boucle qui est vertueuse, en fait.
qui paraît à la fois compliqué et à la fois très simple, mais pourtant c'est bon de s'imprégner de cette notion. Donc la première question que vous pouvez vous poser si vous avez envie de monter un projet ou si vous avez déjà des rêves, c'est que voulez-vous, vous? Mais que vous? S'il n'y a personne autour de vous, si vous devenez tout d'un coup tout seul dans une bulle, qu'est-ce qui se passe au fond de votre cœur? Et on oublie souvent de s'interroger soi-même, en fait. Et ce petit jeu-là, je le faisais avec mes élèves. Je leur demandais, en dehors des parents, en dehors des amis, en dehors de toute influence, je leur demandais ce qu'ils voulaient au fond de leur cœur. Et quand ils me disaient « je ne sais pas », je disais « oui, c'est possible que tu ne saches pas, mais regarde bien, même quand tu étais petit. » Parfois, il faut remonter très loin parce que au début, on croit au Père Noël, ça paraît évident, puis après, on nous dit « ah ben non, il n'existe plus », etc. Ben oui, mais moi, je demande de faire appel un peu à ces rêves primordiaux qui ont une importance capitale, parce que d'où viennent-ils, ces rêves? S'ils sont apparus à la conscience, ce n'est jamais pour rien. Je crois beaucoup à la guidance, et je pense que cette guidance, on a chacun cette guidance au fond du cœur. Donc, essayer de se reconnecter à cette guidance, ça peut être déjà un premier point d'ancrage. D'accord. Donc, en fait, si je résume un petit peu ce que tu nous dis, pour toi, la réussite, c'est d'abord croire en soi. Et en fait, c'est une question de confiance en soi. Oui, c'est une sorte de confiance en soi. Alors, c'est marrant parce que quand je prononce ce mot confiance en soi, justement, j'ai ce parcours, moi, sur un plan personnel, de non-confiance du tout. Donc, je sais de quoi je parle, du coup. Ça paraît une évidence, avoir confiance en soi, ou une non-évidence. C'est à la fois les deux. C'est très, très contradictoire et c'est très bousculant, en fait. Comment avoir confiance en soi? Je n'ai pas de réponse toute faite, mais juste se poser la question, quels sont les moyens qui me permettent de prendre plus de confiance en moi? Quels moyens je vais me donner en écoutant que mon cœur? C'est déjà une première piste. Ok. Mm. Et est-ce que, je pense que c'est une question assez intéressante à poser, est-ce que toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu dirais que tu as réussi dans ta vie? C'est une jolie question. Je dis que oui parce que j'ai fait ce que j'aimais. À partir du moment où on aime ce que l'on fait, bien sûr que c'est la plus grande des réussites. J'ai adoré mon métier, mais adoré au-delà de tous les mots. J'aimais ce contact avec les jeunes, j'ai adoré ce qu'ils renvoyaient, j'ai adoré même leur apparente fêlure, parce que j'y voyais derrière la lumière, toujours. Et ça, pour moi, ça faisait partie presque du miracle. Et j'aimais bien finalement voir ce miracle chaque jour éclore et je n'avais pas d'attente. Alors il y a un point important, c'est que à partir du moment où je lâchais l'attente, où je n'exigeais pas des élèves ce que la société pouvait attendre réellement, ça leur permettait plus de s'ouvrir. Et finalement, je crois que la clé est là. Quand on n'a plus d'attente, quand on ne dit plus, par exemple, je veux que tu aies 18 de moyenne ou je veux que tu sois meilleur en maths à la fin du trimestre, parce que ça ne veut rien dire sur le coup et pour quelqu'un qui est en difficulté, c'est très bloquant. Mais en revanche, quand on dit simplement qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimerais faire encore plus fort pour aller plus loin, déjà on ouvre une porte. Donc la non-attente est aussi une clé, il me semble, pour réussir. Alors, c'est difficile quand on est parent, parce que quand on est parent, obligatoirement, on attend. On attend quelque chose et on attend surtout que nos enfants soient heureux. Et le bonheur peut passer par l'école, la réussite scolaire, donc par l'attente de résultats scolaires. Et là, c'est difficile. Ne rien attendre de ses enfants sur ce plan-là, c'est vraiment un travail et se poser des questions en permanence. En général, les parents veulent le bonheur de leurs enfants, donc très vite, ils se reconnectent à cette vérité. Et j'ai toujours eu affaire à des parents extrêmement sensibles sur ce plan-là, parce que je les écoutais aussi. Les parents ne sont pas des ennemis, la société n'est pas une ennemie.
En revanche, ce qui peut être un ennemi, c'est l'attente de quelque chose de très fort qui ne nous correspond pas. Et tu évoquais les notes, la pression sociétale, etc. Est-ce que, comment dire, parce que quand on est élève, quand on est jeune, ce qui compte énormément pour nous parfois, ce sont les notes. Qu'est-ce que toi tu en penses des notes? Est-ce que c'est important? Parce qu'avec l'association, on organise aussi une série de micro-trottoirs où on va poser des questions des personnes dans la rue, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, etc. Et on leur a posé il y a quelques jours cette question des notes. Et en fait, il y a deux réponses généralement. Soit c'est hyper important les notes et c'est presque comme une forme de salaire, on nous a dit. Ou alors au contraire, c'est pas du tout important et le plus important c'est soi et on s'en fiche un peu des notes. Quel est ton avis là-dessus? J'ai longtemps tergiversé sur les notes, puisqu'à un moment, je voulais créer un collège sans notes, mais il y avait pas mal d'oppositions qui sont tout à fait entendables. Donc, je ne suis jamais en guerre contre aucune idée, parce que j'estime ne jamais avoir forcément raison sur mes positions. En revanche, c'est un sujet un peu complexe en France aujourd'hui. J'ai un peu biaisé ça, en fait, et j'ai fait par l'expérimentation sur la matière que j'enseignais, parce que même en tant que directrice, j'ai continué à enseigner le français, et je me suis rendu compte à quel point, surtout que les élèves avaient affaire à la directrice qui leur enseignait le français, ça mettait une pression un peu plus forte. Et je me suis dit, c'est insupportable, ça, en fait, de voir souffrir les enfants sur cette pression des notes. Je me disais, il faut que je trouve un moyen. Donc, supprimer les notes, ben, on ne peut pas pour l'instant. Ça se fera peut-être dans quelques années. Il y a déjà des collèges qui le font où ça fonctionne pas mal, mais je n'avais pas assez de recul par rapport à ça. Et je me suis dit, ben, OK, on va jouer à un jeu, en fait. Je vais dire aux élèves qu'il n'y a plus de pression sur les notes et je ne comptais. Alors, je risque pas d'en choquer, mais de dire, les gens vont dire, ah ouais, elle faisait ça, mais c'est étrange. Mais je l'ai fait et ça a très bien fonctionné au final. Euh, En fait, je vais raconter l'histoire parce que c'est très émouvant. Un jour, un gamin, je rends les dictées et un gamin est en larmes en sixième. Et je le vois pleurer. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Qu'est-ce qui se passe? Et il me répond, bah, je vais me faire tuer par mes parents. J'ai 12, où il avait une note honorable, mais ça lui faisait baisser la moyenne. Et là, je n'ai pas su quoi répondre face à cette détresse. Et je me suis dit, non, mais il faut que ça arrête là. Et je lui ai répondu, mais sans réfléchir. Je lui ai dit, mais t'inquiète pas, bah, tu veux que je la compte pas, cette note? Je ne la compterai pas. Dans la moyenne, c'est aussi simple que ça. Il y a eu un tel soulagement de cet enfant que je me suis dit, waouh, mais elle est là la clé. Et en fait, pour les dictées que je faisais et pour tous les autres devoirs, je disais aux élèves, si vraiment vous travaillez vos dictées, je faisais des dictées préparées, etc. Enfin, il y avait tout un travail en amont, je résume, mais en tout cas, je leur disais, on ne comptera que les notes que vous voulez qui comptent. Parce que pour moi, les mauvaises notes, j'aime pas ce terme-là, mais bon, les notes qui font chuter la moyenne, elles sont là aussi pour apprendre. Et on ne va pas se mettre une chape de plomb en disant je vaux 5 en français ou je vaux 10. Pour moi, ça ne voulait rien dire. Par contre, je disais aux élèves, ce que je veux voir, c'est une progression. Si vous progressez grâce à cela, je serai heureuse et vous aussi. Eh ben, ça a très bien fonctionné, en fait. Et les parents étaient totalement... je me disais, je vais avoir une levée de bouclier. Ils vont me dire, oui, mais les notes ne sont pas représentatives. C'est vrai, j'entends aussi. Ben non, c'était pas représentatif de ce que valait l'élève, parce qu'aucune note n'est représentative de ce que vaut un élève, en fait. À un instant T, ça veut dire quoi? Donc, je me suis rendu compte que la valeur d'un élève allait bien au-delà de ça. Et moi, je regardais la valeur de l'effort et de la volonté de réussir. Et je ne voyais que ça. Et ça fonctionnait très bien parce que du coup, les élèves, ils voulaient avoir tous de très, très bonnes notes. Alors, bien sûr qu'il y avait des moyennes très élevées en français puisque j'éliminais les mauvaises notes. On peut dire que c'est switché, etc. Mais ça motivait les élèves pour travailler, je peux vous le dire, puisque je l'ai expérimenté en fait. Après, je ne dis pas que c'est la solution, la meilleure au monde, pas du tout. Je n'en sais rien en fait, mais en tout cas, pour ma matière, ça a fonctionné très bien. Il y a eu une relation de confiance entre les élèves et moi et les parents. Surtout
parce que je leur ai expliqué quelle était ma position. Et ça a vraiment bien switché à ce niveau-là. Ok. Ouais, donc en fait, c'est un peu. Bah, ça reprend en fait vraiment ce qu'on disait. Je trouve qu'il y a vraiment deux versions de la réussite en parlant de notes. C'est vraiment ceux qui disent ça compte hyper trop pour moi et tout, et ceux qui disent que au contraire ça ne compte pas. Et je pense qu'il y a dans nos micro-trottoirs, là, il y a une personne qui nous a répondu à cette question-là. Elle a dit, ben moi, avant, un peu comme toi, j'étais hyper, comment dire, stressé par mes notes, etc. J'en faisais toute une montagne parce qu'il fallait que j'ai 20 à chaque fois, etc., etc. Et au fur et à mesure du temps, et c'est un peu comme ça aussi, je pense, on passe un peu tous par là, qu'on se rend compte qu'en fait, ce ne sont que des chiffres et que, ok, avoir des bonnes notes, c'est bien, qu'on peut aussi se mettre une petite pression pour en avoir plus, pour progresser finalement, hein. Mais ce n'est pas ce qui doit nous définir. Et je pense que tu partages un peu ce point de vue-là par rapport à ce que tu disais. C'est que des notes, ok, c'est bien, mais il faut dissocier notes et valeurs. Je veux dire, les notes, ok, c'est un chiffre, mais c'est aussi un avis un peu subjectif. Et bah, nous, ce qu'on est, parce qu'en effet, on ne vaut pas 12, on ne vaut pas 5, on ne vaut pas 20, on n'est pas résumable à des chiffres. Oui, c'est très bien dit, on n'est pas résumable à ça. Et alors, tu soulèves un point important. Il y avait des parents au début qui objectaient, qui me disaient, mais mon fils aime les notes et tout. Je dis, mais il y a pas de problème, justement, il aime les notes. S'il veut compter toutes les notes, il n'y a pas de souci. Ce que je voulais juste, c'était enlever la pression des notes et la peur de l'épée de Damoclès de la mauvaise note qui faisait chuter la moyenne. Puisque je m'étais rendu compte, quand j'enseignais en LEP, la plupart des élèves, quand je leur disais comment tu fonctionnais en collège en français, ils me répondaient tous, j'étais nul. Et je disais, nul, ça veut dire quoi? Et ils me disaient, ben, j'avais 9 de moyenne. Et ça me traumatisait. Moi, je disais, mais l'élève, donc, 9 égale nul, parce qu'on lui avait dit, bien sûr, c'est un conditionnement. Et il y avait déjà cette incompréhension, et c'est grâce au LEP que j'ai pu évoluer aussi, parce que j'avais des élèves qui étaient complètement ratatinés par le collège et par une étiquette. On avait mis l'étiquette, bah, cet élève, il est nul en français. Et il sera nul toute sa vie, bien sûr, parce que sinon, c'est pas drôle. Et là, je disais à mes élèves, mais nul pour moi, mais réellement, je suis prof de français, je ne sais pas ce que ça veut dire, nul. Nul, bon, c'est un zéro pointé éventuellement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça ne me convenait déjà pas beaucoup. Et là aussi, en LEB, j'avais mis en place des stratégies qui permettaient aux élèves de rebondir là-dessus et de dire mais non, mais je ne vaux pas ça en fait. Euh, qui m'a dit que j'étais nulle avec un 9 ou avec un 8 ou un 5 ou un 3? C'est où est-ce qu'elle se situe, la barre? J'avais des élèves, par exemple, qui passaient en français de 9 à 12, mais je les félicitais comme s'ils avaient gagné les Jeux Olympiques, parce que pour moi, ils avaient fait un tel effort, fourni un tel effort, que c'était ça la vraie valeur. Et le goût de l'effort, là, il était pour moi récompensé. Donc c'est ma vision des choses qui est peut-être pas la meilleure au monde, peu importe, mais ce que je peux dire, c'est que le climat de confiance était instauré d'entrée parce que j'avais des positions finalement assez claires là-dessus et des incompréhensions assez claires. Et est-ce que tu as des anecdotes en tant que directrice ou même en ton vécu personnel par quelles réactions, quelles idées peuvent nous construire des mauvaises notes ou même des bonnes notes? Répète, quelles idées? Quelle réaction en fait, ça peut provoquer chez un élève ou ça a pu provoquer chez toi une mauvaise ou une bonne note? Ben déjà, celle que j'ai racontée tout à l'heure, y a des élèves qui... le pire de tout, c'était la réaction parentale, toujours. Un élève qui s'effondrait face à une mauvaise note, parce que là aussi, pour un élève, ça va être un 5, pour un autre, ça va être un 9, pour un autre, ça va être 12 aussi, hein. J'ai eu un élève un jour qui a pleuré parce qu'il avait 15 en dictée et qu'il n'avait pas eu 18. Donc ça, c'est comme quoi tout est relatif. Mais en fait, ce que je trouvais incroyable, c'était l'effondrement et la peur de revenir à la maison. Et là, je disais, waouh! Et je disais aux élèves, mais si tu veux, je peux expliquer à tes parents, je peux leur dire. Ce que je voulais vraiment, c'était informer les parents à quel point les enfants se mettaient la pression. Après,
il y avait des parents qui, malgré tout, n'arrivaient pas à lâcher sur cette pression, ce qui est normal, c'est un conditionnement quand même très fort, les notes. Hein. Tant pis, petit à petit, on travaillait avec ça, je ne bousculais pas, je respectais beaucoup. Il n'y avait jamais de jugement de ma part. Il n'y avait pas de « Oh, ces parents-là… Les parents, ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils ont vécu, avec ce qu'on leur a dit, avec leur conditionnement. Donc, je ne juge pas. Et ça a été très libérateur et une très belle échelle pour moi de ne jamais juger qui que ce soit là-dessus. Parce que qui je suis d'abord pour juger. Je ne suis pas meilleure que les autres et on fait tous du mieux que l'on peut. Et en tant que parent, on fait souvent du mieux que l'on peut. Et la perfection, personne ne nous a demandé d'être parfait à part nous-mêmes. Donc la perfection, les parents qui me disaient parfois je me suis énervée, je suis une mauvaise mère, un mauvais père, etc. Je disais mais non, vous faites du mieux que vous pouvez, vous vous énervez parce que vous avez peur. Ce sont les peurs qui créent les tensions, les angoisses, qui font que les enfants et les parents sont parfois tendus pour les devoirs à la maison. Moi, j'avais des parents, c'était le parcours de l'anecdote, tu demandais une anecdote, mais ils me disaient, mais c'est l'enfer, les devoirs à la maison. Alors là, ça m'intéressait toujours beaucoup. Je disais, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ils me disaient, mais parce qu'il ne veut pas faire ses devoirs, il pleure, moi j'insiste, je le punis, etc. Et là, je disais carrément, ok, je comprends, vous savez quoi, vous n'allez plus vous en occuper des devoirs, c'est nous qui allons le faire au sein de l'école, en études surveillées. Alors je faisais en sorte que les enfants restent en études. Il y a toujours eu des CPE, en particulier à Cap-Breton, qui étaient géniales, qui s'occupaient très bien des enfants. Et je remettais ces enfants-là dans ses mains et je disais, voilà, les parents, pour X raisons, toujours sans jugement, ne doivent pas ou ne peuvent pas s'occuper de cet enfant. Nous, on va gérer les devoirs. Et ça se passait très bien. Parce que là, nous, on a moins d'attentes en étant extérieur. En tant que parents, on a tellement peur, on veut tellement toujours le meilleur, qu'évidemment, on a l'impression de passer à côté. Mais c'est pas si grave que ça. Et il n'y a pas la guillotine au bout, il faut dédramatiser tout ça. Je trouve que l'école est prise très au sérieux, mais pas dans le bon sens. Il faut la prendre au sérieux, oui, l'école, c'est important, mais comme un tremplin. Je sais pas, c'est juste un moyen pour exaucer nos rêves. Et ça peut ne pas être un moyen non plus. Il y a des enfants qui réussissent en dehors de l'école, qui réussissent très très bien, qui sortent du système scolaire et qui réussissent très bien. Et j'en ai vu. Hein. Alors là, en tant que directrice, je peux vous dire. Donc tout est possible en fait, et il n'y a pas de barrière. Je pense que c'est important à dire ça, qu'il n'y a pas de barrière en effet, et surtout, enfin moi je sais que c'est un sujet qui me tient très très à cœur, les notes, parce que en parlant d'anecdotes, moi quand j'étais au lycée en terminale, sortie de terminale on a le bac, et du coup il y a une grosse partie contrôle continu où les notes c'est hyper important, et il faut avoir la moyenne pour pouvoir passer quelque part. Et il y en avait plein autour de moi qui avaient des mauvaises notes, mais mauvaises notes hyper perso, et pour eux en l'occurrence c'était 12 ou 13. Voilà. Ce qui est la moyenne. Donc avec la moyenne, on passe, je tiens à préciser. Et en fait, c'était un véritable effondrement, et je pense que c'est vraiment le mot, parce que pour eux, un 12, c'était déjà je n'ai pas mon bac, je ne vais pas réussir ma vie, je ne vais pas avoir de métier, ça partait très 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 loin. C'est ça. Alors que ce n'est qu'une note, ce n'est qu'un chiffre sur un bout de papier. Et il y en a plein, je pense qu'on connaît tous des personnes qui justement n'ont pas eu le bac, par exemple, et qui ont une super vie. Exactement. Et là, vous les connaissez tous, hein, les grands hommes milliardaires qui ne sont pas passés par les études. Bill Gates, il me semble, hein, qui n'a pas fait bac plus 25. Bon, enfin, peu importe, mais il y en a tellement d'autres. Donc franchement, vous pouvez vous détendre. En fait, s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, c'est détendez-vous. Il y a des professionnels autour de vous qui sont à l'écoute. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Les enseignants font un travail formidable. Parfois, les amis aussi peuvent apporter énormément d'énergie positive. Moi, j'ai vu des élèves s'entraider d'une manière tellement belle et tellement émouvante que
je me disais, mais voilà, les miracles sont là. Il n'y a pas besoin de dire il faut que tu aies 18 parce que sinon ta vie est fichue, comme tu disais. Mais il y a des gens, moi je sais qu'en collège, j'étais pas très bonne en maths, même on peut dire nulle. Le prof m'avait dit que j'étais nulle. Il jetait nos copies par terre. Donc trauma un peu important, mais c'est une élève qui m'a aidée et j'ai eu 18 au bac de maths. Grâce à une élève qui m'a prise par la main parce que je pleurais à chaque note. Alors ça, je connais bien les larmes des mauvaises notes. Je suis la championne du monde pour ça. Ma mère me disait que je devrais faire du théâtre parce que j'étais très bonne à pleurer aux mauvaises notes. Mais c'était vraiment vrai. Je vivais ça comme une tragédie et comme la fin du monde, carrément. Et ça me fait rire aujourd'hui parce que je me rends compte que, mon Dieu, je me suis gâché pas mal d'instants précieux ou pas, parce qu'on apprend aussi de ça. Puis du coup, ça m'a permis de me mettre à la place des élèves. Donc, quelque part, c'était là pour quelque chose aussi. Donc, comme quoi, rien n'arrive par hasard. Et puis, cet élève-là qui m'a aidée, qui était excellentissime et qui, avec une patience infinie, me réexpliquait les maths pendant des heures et des heures. Et je lui disais, je ne comprends pas. Mais à elle, je pouvais lui dire, je ne comprends toujours pas. Elle me réexpliquait, je ne comprends rien. Et petit à petit, la patience de cet élève a fait qu'il y a eu un déclic un jour où je me suis dit, ah mais oui, mais c'est assez simple en fait. Où j'ai arrêté de me dire, je ne vais pas y arriver. Hein, elle était là, elle, pour me dire, mais bien sûr que tu peux y arriver, regarde. Si moi j'y arrive, toi tu peux. Et c'est ça qui fait que le parcours d'un élève est très riche parce qu'il y a des tas de petits miracles. Il suffit juste de les regarder, d'observer les petits miracles. Exactement. Et je pense que c'est très important aussi de s'inspirer, comme tu dis, des gens qui nous entourent et d'aller chercher aussi ces personnes-là qui ont pas fait des études scolaires hyper importantes ou hyper richissimes et se rendre compte qu'en fait tout est possible et que même si on n'a pas 18 et qu'on n'a que 12, entre guillemets, tout va très bien se passer. Et il y a beaucoup cette idée-là, en effet, que il faut avoir 18 ou il faut avoir 20 et que 20 c'est l'excellence. Mais il y a plein de trucs comme ça, il y a des exemples tout bêtes dans la vie qui montrent que non, c'est pas forcément ça. Après, les notes aussi, c'est aussi. Je pense qu'il y a aussi. Parce que moi, pendant très longtemps, j'étais hyper pression par rapport à ça. Après, au contraire, j'étais en mode des notes, ça ne veut rien, mais rien dire. Et du coup, aujourd'hui, je suis un peu plus mitigé, dans le sens où, comme cette personne l'a très bien dit, où en fait, c'est important, c'est un curseur en fait d'à peu près d'où on est, notre niveau en maths par exemple, ou en français, ou en quelque chose. Mais déjà, ce n'est pas ancré dans le marbre, on peut toujours évoluer. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on est au fond de nous. Et donc, je pense que c'est important à prendre en compte pour se dire ah, ok, j'en suis là, bon, c'est bien, on fait ce qu'on en veut de cette information-là et pas se mettre une pression démesurée pour avoir un peu plus haut. Parce que voilà, et je pense que c'est aussi la réussite est aussi liée à ce qu'on aime, à nos rêves, on reprend ça. Parce que tu parlais, toi t'étais nul en maths, voilà. Ouais, pareil au collège, lycée, mais alors il n'y avait rien à faire. Et là, et j'ai sorti du lycée en disant, ah, de toute façon jamais je ferai de maths. Et là je suis en études de cinéma spécialisé en production. Donc production c'est là où on compte les sous-sous, entre gros guillemets. Et donc on fait des maths. Et j'adore ça. Et je me débrouille pas trop mal. Donc du coup, c'est aussi, il y a cette passion-là et cette envie à prendre en compte. Et donc il faut se dire que si on a un 12, déjà, ça ne nous définit pas. Encore une fois, on peut toujours évoluer. Et c'est simplement peut-être parce qu'on n'aime pas ça et qu'on n'est pas destiné à faire ça et c'est pas grave. Exactement, rien n'est bien grave. Ce qui serait grave, ce serait de passer à côté de sa vie, mais c'est pas possible. On ne peut pas passer à côté de sa vie. Voilà, pour conclure, je vais sortir une phrase qui n'est pas forcément de moi. Je l'ai entendue un jour et elle fait beaucoup de chemin, même encore en ce moment. On n'est pas la conséquence de ce que l'on vit, on est la cause de ce que l'on vit. Être à la cause, c'est reprendre son pouvoir, en fait. C'est ne pas attendre du pouvoir des autres. Et se dire toujours « je suis la cause », c'est prendre la responsabilité de sa vie et de ses rêves et de vouloir les accomplir. Donc j'aimerais beaucoup conclure là-dessus parce que pour moi, c'est une grande découverte en fait, parce qu'avant, je pensais qu'on était un peu tributaire de la vie, de ce qui nous entoure, mais pas du tout. On est tributaire de soi-même et de ce que l'on veut au plus profond de nous. Et cela permet, alors au début ça paraît un peu difficile, mais finalement c'est très libérateur aussi. Et du coup, on n'attend rien de personne, ni de soi-même. On se dit, par contre, j'ai envie d'aller vers ça. J'ai envie. Ce dont j'ai envie, c'est cela.
Voilà. Donc en fait, on crée ce que l'on veut. On crée ce que l'on veut, ouais. D'accord. Et croire dans ce que l'on voit et ne pas voir ce que l'on croit. Alors, c'est saint Thomas qui disait, moi, je ne crois que ce que je vois. Mais on inverse la chose, je ne vois que ce que je crois. Est-ce que tu peux développer un peu ça? Parce que moi je l'ai compris, parce que tu me l'as dit plusieurs fois avant, et je sais qu'il m'a fallu un peu de temps pour comprendre. Ouais. Donc si tu peux développer, Ben, je pense que ce serait sympa. développer en 2 secondes, en fait, quand vous imaginez une œuvre d'art, avant que l'œuvre d'art, que ce soit un tableau ou une sculpture, n'apparaisse sous nos yeux, elle est quelque part dans la conscience ou dans le subconscient, peu importe. Elle existe avant. Donc, si je crois dans la sculpture ou dans le tableau que je vais faire, j'y crois même pas parce que je vais le réaliser d'ailleurs, ça se fait de soi-même. C'est juste de remonter à la source, en fait. Euh, c'est une espèce de double regard qui permet de dire je crois, je vois ce que je crois. Donc, par exemple, si je vois bah, vous le savez tous, vous rêvez d'une Mercedes, bon, une Ferrari. Comme par hasard, vous allez voir des Mercedes partout et des Ferrari partout. Bah, pourquoi? Parce que votre cerveau, c'est ce qu'il veut avant. Donc vous voyez bien, vous allez voir des Mercedes partout, des Ferrari partout. C'est aussi simple que ça en fait. Et un enfant qui rêve d'être footballeur, il se voit déjà sur le terrain, en train de taper des balles, en train de participer à la Coupe du Monde, etc., etc. Il le sait d'entrée, en fait, il le sait. Même si ses parents lui disent non, il faut que tu passes ton bac d'abord, etc., l'enfant se voit sur le terrain. Donc c'est important cette notion de je suis la cause et pas la conséquence. Tout est à l'intérieur. Merci. Et moi je finirai par une petite citation, je ne sais plus qui l'a dit, je l'avoue, mais c'est pas moi en tout cas, mais que je trouve très belle et qui est on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Et c'est hyper important à conscientiser ça et à se poser, et à se dire ah oui d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, qu'en effet, dans les notes par exemple, mais dans la vie en général, il y a toujours une marge d'apprentissage. Et c'est pas grave si on se foire, on se relève et on y repart. Et cette marge-là, ben, on essaie de la réduire petit à petit pour arriver là où on veut. Et donc c'est important de se concentrer là-dessus, de conscientiser qu'en fait, bah, peu importe ce qui se passe, c'est pas si grave que ça. Donc voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup Patricia pour ce petit moment qui était très sympathique. Merci à toi, c'était délicieux. Et puis en espérant qu'on a apporté un petit peu de lumière dans... Il n'y a pas d'obscurité, hein. Un peu de lumière dans ce qu'on croit être l'obscurité, mais en fait, les choses sont parfois beaucoup plus simples que ce qu'on veut bien dire. Tu as peut-être quelques réseaux sociaux, un numéro de téléphone à transmettre aux gens qui nous regardent. Je te laisse faire ta petite pub. Oui, si vous avez besoin d'avoir plus d'éclaircissements, je suis à votre disposition. Vous pouvez me contacter. Mattei mettra le lien soit par Messenger, soit par mail, et je serai toujours à votre écoute. On peut faire des zooms. Il n'y a pas de souci si vous êtes loin, mais je suis facilement accessible, en fait, parce que j'aime bien faire ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, mais en tout cas, j'essaye de réfléchir et d'accompagner du mieux que je peux, ce que je fais depuis pas mal d'années, et finalement, ça fonctionne pas trop mal. Merci. Et après, bah, pour les réseaux de l'association, c'est toujours les mêmes, vous les connaissez. On a un compte Instagram, on mettra tout en description, un compte TikTok aussi, et une adresse mail sur laquelle vous pouvez nous contacter si vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un. On sera là, on est soumis au secret et coaché par des professionnels. Donc si jamais le cœur vous en dit, on sera là et avec grand plaisir. Merci à tous et à bientôt. Merci Mattei. Au revoir à Au tous. revoir.